je vais lancer un projet de zéro. Je pense que de mon env local à ma production en passant par ma CI et mon env de validation, je mettrai sans doute du Docker un peu partout. Parce que je suis assez à l'aise avec ça et que c'est un outil qui est super. Du coup, comment mon histoire avec Docker a commencé? Tout simplement, un jour, j'ai rejoint un projet il y a un peu plus de 1 an et demi. Et bon, je clone ce projet. Et là, je vois un Docker compose.yaml. Bon, moi, je ne connaissais pas du tout. J'étais habitué à des Vagrant files. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vagrant, c'est un outil de virtualisation. Et pourquoi on veut utiliser Vagrant ou Docker? Dans tous les cas, c'est pour pouvoir avoir un environnement de développement local qui soit utilisable par n'importe quel développeur de l'équipe, qu'on n'ait pas de problème du style ça marche chez moi mais ça marche pas chez toi. Donc moi je connaissais Vagrant et là je découvre Docker. Je me dis pourquoi pas et je me lance. Je commence je demande comment ça marche. On me dit bon, tu fais un up. Bon là ça me rappelle mon ancien Vagrant up. Donc je lance mon up très vite. Je me retrouve à me poser des questions du style bon, j'ai envie d'aller voir des logs, des fichiers de logs sur mon Docker ou n'importe quoi, exécuter une commande dans mon Docker. Donc j'apprends ma deuxième commande Docker qui est Docker compose exec, le nom de mon conteneur bash pour ouvrir un shell. Donc bon, tout ça marche bien, mais ça me rappelle beaucoup. Bon, moi ça me rappelle mes Vagrant et mes VM. Je vois pas trop la différence. Et il y a quand même un truc dont je me rends compte, c'est la vitesse. Quand vous lancez un Vagrant up ou quand vous devez produire une Vagrant, c'est souvent très très long. Donc par rapport au VM que j'utilisais sur mes premiers projets, là Docker marque d'emblée un point et je commence de plus en plus à me dire pourquoi j'utilisais Vagrant avant et pourquoi j'utiliserais pas seulement Docker à partir de maintenant. Donc voilà, en résumé, si je devais résumer Docker très rapidement, c'est très rapide à lancer par rapport aux solutions VM. C'est assez léger en termes de place que ça prend sur votre disque et c'est très facile à provisionner. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont familiers avec la syntaxe d'un Dockerfile, mais moi, entre provisionner une VM avec Ansible et écrire un Dockerfile, j'ai très vite fait mon choix et j'ai trouvé ça beaucoup moins complexe de provisionner, de d'écrire un Dockerfile pour avoir mon conteneur qui tourne. Et donc, du coup, j'ai fait mon choix. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi ces différences entre Docker et les VM? Parce que c'est vrai que d'un point de vue utilisation au jour le jour, c'est assez semblable. Donc, un petit point rapide sur qu'est-ce que c'est comment fonctionne une VM. Une VM, grâce à un hypervisor qui va tourner sur votre hôte, on va vraiment utiliser des OS différents pour chaque VM qui vont être sur votre machine hôte. Donc du coup, c'est beaucoup plus lourd de démarrer un OS que de démarrer Docker, parce que là, vous allez vraiment démarrer un OS entier. Et en revanche, l'avantage, c'est que vous êtes vraiment très très bien partitionné entre les différentes VM qui sont sur votre hôte. Alors qu'en fait, Docker, là où c'est assez fort, c'est que ça utilise totalement, donc je parle quand on est sur Linux, sur Mac c'est un peu différent, et quand vous êtes sur Linux, vous utilisez totalement l'OS de votre hôte. Et en fait, c'est simplement des features de l'OS de votre hôte qui vont être utilisées pour faire tourner des conteneurs Docker. Donc en ça, c'est un peu moins séparé les différents Docker conteneurs qui vont tourner sur votre hôte que dans le cas des VM. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus rapide à démarrer parce que parce que vous partagez le même kernel Linux entre vos différents conteneurs. Donc c'est vraiment la grosse différence entre la virtualisation, enfin les machines virtuelles, et la containerisation. Quand j'ai démarré sur Docker, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un écosystème qui existait, plein de mots très différents. On parle de builder une image, on parle de conteneur, on parle de network, on parle de volume, de runner une image, on parle de registry Docker, de layer et encore plein d'autres choses comme Docker Compose. Voilà. Et en fait, bon, au début, j'étais un peu perdu. Aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer, vous allez voir, sur certaines. On ne va pas tout aborder. On va notamment aborder qu'est-ce que c'est qu'une image, les layers, qu'est-ce que c'est que runner une image et les conteneurs. Mais il y a aussi, c'est un écosystème qui commence à être assez vaste et il y a beaucoup, beaucoup de choses à connaître mais qui sont quand même très intéressantes. Première chose à bien comprendre qui peut parfois sembler un peu trivial, mais en fait, il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas vraiment à qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce qu'un conteneur. Quelle est vraiment fondamentalement la différence entre les deux, surtout quand on est juste un utilisateur de Docker un peu classique comme
ça en est juste un développeur à qui on a filé un Dockerfile et qui l'utilise juste pour faire tourner son projet, mais qui ne l'a pas construit, ça peut être un peu flou parfois. Donc du coup, en fait, une image, il faut voir ça simplement comme un file system. Donc c'est un ensemble de fichiers que le jour où vous récupérez une image Docker en faisant un Docker pull, bah, vous téléchargez un file system. Et un conteneur, c'est un process qui tourne dans ce file system, à qui on fait croire que le file system de l'image est son file system. Donc voilà la différence. Donc l'image, c'est vraiment du read, c'est des fichiers. Le conteneur, c'est un process. Et maintenant, pour revenir sur quelles sont les features du kernel Linux qui font tourner les conteneurs et qui évitent d'avoir à partager un même hôte, qui vont permettre de partager un même OS host pour faire tourner plusieurs conteneurs. C'est en fait pas si compliqué que ça. Vous pouvez même tous tester quasiment de faire tourner un conteneur à la main. Donc il y a 6 features principales du kernel Linux qui permettent de faire tourner les conteneurs. Donc il y a notamment, je pense que la plus magique et la plus sympa d'entre elles, c'est le pivot route. C'est ce qui permet à un kernel Linux de lancer un process en lui faisant croire que que le directory qui existe et que son directory dans lequel il est lancé est root et autre chose. Donc en fait, c'est ce qui vous permet de lancer un process en lui faisant croire que son file system, c'est celui que vous avez téléchargé grâce à votre image Docker. C'est très similaire à chroot. Et c'est vraiment la feature centrale qui permet, quand vous êtes dans un Docker, d'avoir l'impression d'être seul au monde. Il y a d'autres features du kernel Linux qui sont utilisées, comme donc, les namespaces. C'est ce qui permet notamment, donc les namespaces, il y en a plusieurs sortes, des namespaces de network, de process ID, de groupe. C'est ce qui permet, en fait, quand vous faites un ps-aux dans votre Docker, de voir que, de base, quand vous lancez, qu'un seul process et pas tous les autres process qui tournent sur votre machine. Donc ça permet de faire de la ségrégation entre les différents process qui tournent. Overlay file system, on va rentrer un peu plus dedans, mais c'est tout ce qu'il y a derrière le système de layer Docker, ce qui va permettre de faire notamment du partage de fichiers, de faire en sorte, quand on a X images sur notre machine, de partager des fichiers. Cgroup, c'est ce qui va permettre de limiter l'accès aux ressources de votre machine au conteneur. Et Capabilities et Comp BPF, c'est des features de sécurité. Donc Capabilities, ça va empêcher certaines actions dans les conteneurs et Comp, c'est un peu. Je ne connais pas totalement en détail comment ça fonctionne, mais rien qu'avec un pivot route et des namespaces, vous pouvez déjà presque à la main, enfin, vous pouvez à la main lancer un conteneur qui ne sera pas du Docker, mais qui sera un conteneur un peu fait maison. Et voilà, moi quand j'ai appris ça, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est hyper simple Docker, et ça a démystifié beaucoup de choses pour moi. Et ça m'a permis vraiment de comprendre, en fait, Docker, c'est quelques features du kernel Linux qu'on a rassemblés ensemble et qui nous permettent d'avoir cet outil d'abstraction et de faire tourner en local n'importe quel projet hyper rapidement. Donc du coup, là on a abordé ces 2 points-là. Donc builder une image, c'est en fait simplement télécharger un file system. Runner une image, c'est lancer un process en lui faisant croire que son file system, c'est celui que vous avez téléchargé quand vous avez téléchargé l'image. Et le conteneur, en fait, c'est ce process qui est en train de tourner. Donc là, on a abordé ces 3 points-là et on commence déjà à avoir une idée un peu plus claire de ce que c'est que Docker et de comment ça fonctionne par rapport à la virtualisation, par exemple. Donc Docker, c'est cool. Moi, j'ai fait plusieurs projets avec. Le temps passe. Et un jour, j'ai lancé, je regarde un peu les commandes qui existent sur Docker, la doc, qui est bien faite. Et j'ai lancé Docker Image LS. Donc ça liste toutes les images qui sont présentes sur votre route. Et là, j'ai vu un truc de ce style-là. Du coup, j'avais énormément d'images qui étaient là, chez moi en local depuis du temps, et comme vous le voyez à droite, qui prenaient beaucoup de place. Donc bon, ma réaction, 30 Go d'espace disque, j'étais un peu choqué, et pas super heureux. Du coup, Docker, ça peut quand même prendre de la place. Je disais au début que c'était léger, mais mon 30 Go, au bout d'1 an d'utilisation, ça prend de la place. Bon, il y a une solution très simple, c'est tout simplement de Docker system -a, ça va. D'ailleurs, il y a une petite faute, c'est Docker-system. Mais ça va virer toutes les images et conteneurs qui ne sont pas en train de runner. Donc si vous avez 3 conteneurs en train de runner, ça ne va pas virer les images associées, mais ça va virer tous les autres conteneurs que vous avez. Ça libère beaucoup de place et je suggère à tous ceux qui utilisent Docker au jour le jour et qui changent de projet régulièrement de le lancer de temps en temps. Ça permet de faire pas mal de place et votre
ordinateur vous remerciera. Mais bon, c'est pas la panacée. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on aimerait bien que ça prenne un peu moins de place sur notre disque et qu'on évite d'avoir des images comme toutes celles que j'ai montrées là qui font systématiquement 1 giga. Du coup, pour ça, la question qu'on se pose, c'est comment on peut faire pour avoir des images plus petites. Parce qu'en fait, 1 giga par image, c'est quand même énorme. Mais c'est assez courant, malheureusement, sur beaucoup de projets. Pour ça, il faut comprendre le fonctionnement des layers Docker. Un layer, c'est, de manière un peu intuitive, c'est une ligne dans un Dockerfile crée un layer. Donc, dans l'exemple que je montre ici, vous avez 6 lignes plus la ligne de base qui est l'image de laquelle on part. Donc, vous avez 6 layers plus en fait les layers qui sont éventuellement contenus dans l'image initiale. Et chaque ligne crée un nouveau layer. Ensuite, qu'est-ce qui définit un layer? C'est une différence au niveau du file system de l'image avec le layer précédent. Et au final, l'image, c'est la somme de tous les layers qui sont dans le Dockerfile, qui sont définis dans le Dockerfile. Donc, par exemple, entre le layer où on copie ce fichier de conf et le layer d'au-dessus, la différence, ça va être l'ajout de ce fichier de conf. Donc le layer, ça sera, il est un peu défini par l'ajout du fichier ngx.conf à tel endroit du file system dans le layer parent. Donc ce qui est vraiment très important, c'est que le layer, il dépend à la fois de ce qu'on ajoute à ce moment-là, ou de ce qu'on modifie. Ça peut être ajouter un fichier, ça peut être supprimer un fichier, modifier le contenu d'un fichier, et il dépend aussi du layer parent. Et donc l'image, c'est la somme de tous les layers. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une image est la somme de tous ces layers? C'est que dans l'exemple très bête que je fournis ici, donc on part d'une image de base dans laquelle on copie juste un fichier texte, la taille de toto.txt, qui est pourtant supprimée dans la dernière étape, est compris dans le poids de l'image finale. Et donc c'est très important quand on veut chercher à réduire la taille de ces images, de comprendre ce petit truc-là, que tout ce que vous ajoutez dans un layer, même s'il est supprimé ensuite, est compris dans l'image finale et prend de la place. Du coup, ce qu'il faut voir, c'est que les layers permettent de partager des fichiers et donc de gagner de l'espace. Pourquoi ça? Parce que dans l'exemple que je vous fournis ici, vous avez 2 images différentes qui permettent toutes les deux de faire tourner un projet PHP, mais 2 projets différents. Mais les 2 premières lignes sont identiques, parce qu'en fait, quand vous faites tourner un projet PHP, vous avez envie d'avoir un serveur web, donc voilà, vous avez besoin de PHP, PHP FPM si vous voulez, et vous installez toutes les dépendances dont vous pouvez avoir besoin dans votre framework ou voilà, pour faire du SQL. Donc dans les 2 cas, c'est pareil. Ensuite, vous avez les fichiers de votre projet qui diffèrent. Mais en fait, là où les layers Docker, qui sont les 2 premiers layers, dans les 2 images, sont vraiment identiques. C'est vraiment la même chose. C'est à chaque fois, on part de la même image de base, on ajoute les mêmes fichiers. Donc, le deuxième layer des 2 images est le même. Donc, du coup, vous allez pouvoir partager sur votre machine hôte tous ces fichiers-là et vous allez gagner de la place. Donc, du coup, c'est assez utile. Enfin, si vous avez plusieurs projets dans la même techno, c'est cool si vous pouvez si vous voulez gagner un peu de place, vous pouvez faire en sorte que vos layers soient les mêmes, au moins les layers de base qui ne comportent pas le code source de votre projet. Ensuite, ça commence à différer à partir du 3e layer dans lequel vous copiez des fichiers différents. Et donc, du coup, les layers permettent vraiment de partager des fichiers. Et donc, du coup, de réduire la place que ça prend sur votre machine. Donc, du coup, maintenant qu'on a à peu près compris la notion de layer, comment on peut avoir des images plus petites? Bon, la première règle, elle est assez simple. Quelle que soit la techno que vous utilisez, que ce soit du Node, du Python, du PHP, du Java, essayez de partir sur une image Alpine. Qu'est-ce que c'est Alpine? C'est une distribution de Linux qui est très légère, qui fait 5,5 mégas, je crois, qui, en fait, avant Docker, avant que les conteneurs arrivent, n'était pas spécialement hyper utilisé, parce que si ça fait 5,5 mégas, ça veut dire qu'il manque potentiellement certaines librairies utiles. Par exemple, je crois que dans les Alpine, vous n'avez pas forcément Vim. Mais en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans un Docker, on a vraiment besoin d'avoir un éditeur de texte? Si votre but, c'est de faire tourner un serveur web, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'avoir un éditeur de texte installé. Et il y a plein d'autres choses dont vous n'avez pas besoin. Donc vous pouvez réduire, au lieu d'utiliser une distribution Ubuntu, comme ce qui se passerait si vous faisiez juste from Node ou from Python,
utiliser Alpine, ça permet vraiment de réduire, de passer de quelques dizaines de mégas pour l'image, pour l'OS de base, à 5,5 mégas. Donc c'est vraiment un gros gain. La deuxième règle, et je commençais déjà à en parler, c'est installer que ce qui est nécessaire à faire fonctionner l'application. C'est-à-dire que typiquement, un éditeur de texte, vous n'aide pas à faire tourner votre application, donc vous n'avez pas besoin d'avoir Vim ou Emacs installé dans votre Docker. Si vous voulez modifier vos fichiers, vous le faites sur votre éditeur de texte en utilisant les volumes Docker pour que les modifications soient prises en compte. Donc du coup, la question qui vient ensuite, c'est comment on fait pour identifier de quoi on a besoin dans notre image Docker. Pour ça, il y a un super outil qui s'appelle Dive. Je vais vous faire une petite démo qui permet d'explorer les layers. Et en fait, on va s'en servir, nous, dans notre cas, pour essayer d'identifier les fichiers qui prennent de la place et dont on n'a pas besoin. Pour ça, Dive, c'est très simple à utiliser, très simple à installer. Vous pouvez aller voir sur la doc du repo. Donc, vous tapez Docker Dive et vous trouvez le repo GitHub très facilement. Là, je vais builder l'image très bête que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci. Et on va voir ce que Dive nous montre. Donc pour utiliser Dive, vous commencez par builder votre image. Donc moi là, je vais vous montrer si je montre mon Dockerfile, c'est bien cette image-là. Donc je le build. Et c'est important pour utiliser Dive, c'est de taguer l'image que vous voulez inspecter. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire Dive et le tag de votre image. Et donc là, on est à l'intérieur de notre image Docker et on a vu sur tous les layers qui fonctionnent, qui sont dans cette image. Donc on voit le premier layer qui est le layer qui est en fait l'image Alpine. Puis on voit l'instruction copy et le remove. Donc c'est vraiment la même chose que. Donc ça c'est à gauche si on a la liste des layers. Donc chaque layer est ici. Et à droite, on a notre file system à chaque étape. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a le file system au début. Là, on copie le fichier toto.txt. Donc notre Dive nous dit, bah tiens, dans Home, tu as rajouté, t'as modifié quelque chose. Et on peut aller voir ce que c'est. Et voilà, on voit que tu as rajouté toto.txt, c'est en vert, c'est un fichier qui est créé. Et ça fait 5 bytes. Et ensuite, étape d'après, ce qu'on voit, c'est qu'on a supprimé toto.txt, mais que dans la somme de l'image finale, on a quand même ces 5 bytes. Bon, là, ça se voit pas beaucoup parce que entre 5,6 et 5 mégas et 5 bytes, on ne voit pas la différence. Mais toto.txt est quand même dans l'image finale. Et la taille de l'image finale, ça va bien être la somme de la taille de tous les layers. Et là où Dive est bon, c'est qu'il nous dit tiens, en fait, tu as peut-être d'ailleurs 5 bytes de gâchis qui en fait sont dus à ce fichier-là que tu ajoutes à une étape et que tu supprimes. Donc Dive va être bon pour notamment repérer ces fichiers-là s'il y en a dans vos images, si vous faites des remove dans certaines commandes, il va vous dire ah bah tiens, ce fichier-là, tu l'as supprimé, mais tu l'avais ajouté avant, donc tu peux peut-être, tu n'en as pas besoin de ton image finale, tu peux sans doute gagner de la place. Ça, c'est un image très simple, c'est un exemple très simple pour vous illustrer le fait que bah oui, tout ce qu'il y a dans un layer se retrouve dans l'image finale. On va prendre un exemple un peu plus compliqué. Donc ça, c'est le dive d'une image qui est celle-ci. Donc je suis parti d'une version de Node, bon là c'est du Ubuntu en l'occurrence, c'est pas du Alpine, Node 12.13 pour faire tourner un petit projet Node un peu bateau. Donc pour faire tourner mon projet Node, je vais avoir besoin de... Bon, j'installe Nginx parce que j'ai envie d'avoir un reverse aussi devant. J'ai besoin de Python pour builder des dépendances. Je copie mon code source, donc je copie d'abord mon package.json et mon yarn lock. J'installe mes dépendances et enfin, à la fin, je copie mon code source et puis à la fin, j'expose les ports 80 et 443 pour pouvoir faire des requêtes HTTP dessus. C'est assez simple, mais on peut déjà voir qu'il va y avoir pas mal d'optimisation à faire sur la taille de cette image. Là, on voit que l'image, elle fait 1,5 giga. Donc, je vous le disais tout à l'heure, une image de 1 giga, c'est déjà beaucoup. 1,5, c'est énorme. Bon, déjà, si on utilisait Alpine, ça irait beaucoup mieux. Mais là, ce qu'on va essayer de voir, c'est où est-ce qu'il y a du gâchis. Donc, si on regarde le Dockerfile, moi, ma première commande un peu utile, c'est le run apt update. Et on voit que ici, c'est un peu lent parfois, Dave. Je crois qu'il faut que je relance.
Bon, ça va prendre un peu de temps. En attendant, je sais pas s'il y a je ne l'ai pas dit, mais s'il y en a qui ont des questions pendant la formation, n'hésitez pas à les poser. S'il y en a qui ont des petites sessions questions intermédiaires, s'il y en a J'ai qui une des petite trucs à dire. question, Ouais, Lolo. Si tu reviens sur ta slide où tu compares tes deux Docker files qui ont des étapes similaires, qui peuvent être ouais. optimisées du coup, est-ce que les indexations de layer que fait Docker pour reconnaître une layer sont calculées en fonction de la commande et du coup, il ne va pas créer deux layers si tu runs ce Dockerfile deux fois sur ta machine? Ou est-ce que tu n'as pas le choix, tu es obligé de construire une image intermédiaire et de repartir de cette image intermédiaire dans tes deux Dockerfiles pour pas qu'il crée deux fois la même layer pour tes deux projets? Alors, il me semble, je vais en parler plus tard, mais il me semble que le hash, en gros, du layer, il va dépendre du coup des layers d'au-dessus. Donc, a priori, from PHP 7.3 FM, il va avoir le même. Et de la commande, mais du coup, la commande, pour moi, c'est la même. Et des contenus, des fichiers que éventuellement, tu modifies. Donc, dans un run, il n'y en a pas. Mais dans un copy, tu aurais ça. Donc, moi, je pense qu'ils réutilisent, mais peut-être, j'avoue que c'est à vérifier. Peut-être que tu as besoin de faire de, de, de- d'avoir des images. En fait, ouais, tu peux avoir besoin d'avoir une image intermédiaire pour être sûr que tu vas réutiliser les fichiers. Je t'avoue que je ne sais pas exactement. Parce que tu te posais la question parce que tu penses que là, ils partagent pas? Je pense que là, il partage, hein. Ouais, moi aussi, je pense. Parce que Il, pour moi, il va pas lancer la commande run, donc il va, contrairement à un copy où il regarde vraiment le hash des fichiers, ouais, il me semble que là, il exécute pas la commande. Donc il va. je suis d'accord. Voilà. Ok, On va voir je ce trouve qu'il que c'est fait. utile. Mon dive, c'est assez long parce que, bon, comme forcément, vu qu'il analyse, si votre image est assez large, vu qu'il analyse tout en long, en large, en travers, ça prend un peu de temps. J'ai une deuxième question si tu veux, Ouais. Lolo. Est-ce qu'il y a un moyen de factoriser des commandes de ton Dockerfile qui sont postérieures à des commandes qui diffèrent? Par exemple, là, tu as des commandes copy sur tes deux Dockerfiles, elles sont différentes. Ouais. Pour autant, le workdir et l'entry point, alors le workdir, il ne crée pas de layer. L'entry point, je ne sais pas s'il crée une layer ou s'il rajoute juste une config supplémentaire sur ton image Docker. Mais imagine, tu aurais un autre run apt get update derrière. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser une référence d'une layer que tu veux réutiliser, vu que c'est qu'un diff, plutôt que de lui dire. Parce que Ouais, mais tu dis que ça. c'est un diff par rapport à ton. Enfin, il y a vraiment la notion du parent. Tu dépends de ton parent. Donc, si t'as pas s'il y a un endroit où dans la chaîne, t'as plus le même parent, ça peut plus marcher, quoi, le système de layer. Ouais, mais si tu fais un parallèle avec Git, tu peux appliquer un commit dont la diff a un parent différent parce que tu n'as pas de conflit sur les fichiers qui sont impactés. Bon, il va te régénérer un SHA-1, mais tu es capable d'appliquer une différence sur un parent qui est pas le même. C'est que Docker, il est capable de le faire, ça, ou pas? Moi, le, En vrai, pas à ma connaissance. Je moi, le pense pas. seul cas qui ressemble un peu à ça, c'est quand tu fais un multi-stage build et que du coup, tu copies Ouais, explicitement ce que tu veux récupérer exactement. de l'image d'avant, quoi. Ouais. Et Mais en plus, en tout tu as cas, de déjà manière fait les tags. simple, je pense pas qu'il y ait. En fait, effectivement, si tu as des trucs partagés vraiment qui te prennent de la place, la solution, c'est le multi-stage build. Mais qui d'ailleurs, enfin, même pas que dans ces cas-là, ça permet de. Voilà, donc du coup, là, il y a mon. Je reprends. Enfin, je sais pas si c'est. À mon avis, ça n'existe pas, hein. Et après, il faudrait voir, parce que du coup, est-ce que le overlay file system de Linux permet de faire ça dedans? Si oui, peut-être que Docker pourrait l'implémenter un jour, sinon, ça me semble compliqué. Moi, intuitivement, vu que ça dépend quand même beaucoup, beaucoup de ton parent, et peut-être plus que dans le cas de Git, je pense pas que ça. En tout cas, aujourd'hui, je suis quasiment sûr que ça n'existe pas. Ok, merci. Du coup, voilà le dive de notre image. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans mon cas, notre première ligne un peu utile, c'était le apt update. Et on peut regarder déjà apt update, ce que ça fait. En fait, apt update, ça crée dans apt, ça vous ajoute des listes. Et ces listes-là, qui sont très utiles quand vous allez faire votre apt install, vous n'en avez pas du tout besoin quand vous allez runner votre image. Donc typiquement, déjà, on a une première optimisation, c'est l'optimisation. D'ailleurs, vous n'allez jamais voir de Dockerfile qui font apt update tout seul comme ça. C'est bien pour ça. Mais en fait, les listes à la fin, on a 16 mégas dont on n'a pas du tout besoin pour faire tourner notre application une fois que tous nos packages sont installés. Donc déjà, on a une première optimisation qu'on voit. Ensuite, dans le cas du apt install,
bon, il nous modifie pas mal de trucs. Ce qui va être intéressant, là, c'est d'aller voir, en fait, un truc un peu évident. Bon, ça nous semble logique qu'il ajoute des choses dans le lib, tout ça, mais on voit que APT, il a du cache. Et en fait, ce cache, c'est pareil. Ce cache, c'est utile si vous relancez un apt install plus tard sur votre machine haute, mais en fait, dans le Docker, vous n'avez pas envie d'avoir du cache apt. Ça vous sert à rien pour faire tourner votre application et ça vous fera jamais gagner de temps parce que vous allez toujours reconstruire l'image. Donc encore une fois, on voit qu'il y a des fichiers ici qui sont dont on peut gagner. Bon là, c'est pas énorme, c'est 1,9 mégas. Dernier truc qui est très intéressant, ça va être au moment du yarn install. Là, donc yarn install, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'écosystème JavaScript, c'est pour installer les dépendances JavaScript, donc les nodes modules, donc, comme un pip ou un composer. Bon là, on voit dans user, il y a 1,4 giga, donc ça nous semble énorme, hein. Pour rappel, la taille de notre image, au final, elle fait 1,5 giga. Bon, SRC, c'est notre code source, donc c'est pas là où je me dis qu'il y a du pétrole. Je vais voir ce qu'il y a dans le local. Et je vais voir ce qu'il y a dans share. Et là, bingo, j'ai 269 mégas de cache qui s'installe avec Yarn. Et donc le cache Yarn, c'est pareil, c'est du cache qui peut être utile si vous aviez plusieurs projets Node sur votre machine et que vous installez plusieurs fois les mêmes Node modules. Dans le cas du Docker, le cache Yarn, vous n'en avez pas besoin parce que vous n'allez pas vous amuser à installer un deuxième projet Node et faire des Yarn à la main dans votre Docker. Donc du coup, là, on a 270 mégas qu'on peut gagner facilement grâce à ça. Et après, il y a peut-être, enfin, Dive est très puissant, il peut vous permettre, vous pouvez aussi vous dire, tiens, pourquoi j'ai tel fichier qui est là au-delà du cache et est-ce que je peux pas tester de le supprimer, de voir si mon application marche? Why not? Bon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là. Déjà, là, on a repéré qu'il y a 3 étapes de notre Dockerfile où on peut gagner de la place. Bon, après, la question qu'on se pose, c'est comment faire concrètement pour ne pas se retrouver avec ces fichiers-là, sachant que si on remonte le Dockerfile, bon, vu le nez, il a l'air assez legit, hein. En fait, c'est pas trop compliqué. Comme je disais, chaque layer, les fichiers qui sont créés au moins de chaque layer sont présents dans l'image finale. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand on va créer nos fichiers de liste, il faut qu'au moment où on crée ce layer-là, on n'ait plus les listes à la fin de ce layer, enfin, dans ce layer-là. Donc, en fait, il suffit de rajouter à la fin de cette commande-là, rm-rf, alors je ne sais plus quel est le passé exact, mais aller virer les listes apt une fois que vous avez installé les dépenses dont vous avez besoin. Pareil, apt, il a une option pour pas utiliser le cache, et tout comme Yarn. Donc là, Yarn, je ne sais plus, ça va être un moins no cache ou quelque chose comme ça, qui vous permet de ne pas utiliser, de pas avoir le cache qui se rajoute dans votre layer. Et donc avec ça, vous avez une image qui vous gagnez. Si on était parti d'une Alpine, on aurait déjà divisé par 2 la taille de l'image. Donc voilà, pour Live, c'est vraiment très utile et je pense que bon, après l'exercice est un peu plus compliqué, mais vraiment vous pouvez fouiller tout votre file system et essayer de voir s'il n'y a pas des fichiers qui servent à rien. Donc avec ça, vous avez des images plus petites et vous êtes content. Pourquoi c'est important d'avoir des images plus petites? Donc déjà, votre disque dans lequel vous remerciera. Si vous utilisez du Docker en production, vous aurez, enfin, même votre CI ou votre CD, les Docker pools seront plus rapides, vous aurez moins de trucs à télécharger. Donc c'est vraiment tout bénéf d'avoir des images plus petites. Justement, je parlais d'optimiser le temps de build. Pourquoi c'est important? Justement, aujourd'hui, moi, à l'origine, j'utilisais Docker comme environnement de dev en local, mais aujourd'hui, de plus en plus, on l'utilise aussi dans la CI, aussi en prod. Et donc, du coup, si vous augmentez, vous diminuez votre temps de build, vous diminuez le temps, sans doute, que met votre CI à passer, votre temps de déploiement, et du coup, in fine, vous êtes plus efficace. Donc, c'est très important d'augmenter le temps de build. Et réduire la taille des images aide à ça. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pour faire ça, c'est tirer profit du cache Docker. Alors, j'ai mis des petites poupées russes, c'est pas par hasard, c'est parce que le cache Docker, il faut le voir un peu comme des poupées russes. Et tout ça, c'est dû au système de layer. Si on prend ce petit exemple-là, là, je vous ai mis à gauche un hash qui peut être le hash du layer qui est créé à cette étape-là.
Si on modifie, donc on build notre image, on la fait fonctionner, on fait un déploiement prod, elle marche, très bien. Ensuite, on fait une nouvelle feature, une nouvelle release, dans laquelle on a modifié un fichier dans backend qui s'appelle config.json. Eh bien, quand Docker va rebuilder l'image, il va regarder pour cette ligne-là. En fait, il va calculer le hash de cette image. Et en fait, il va être différent de ce qu'il y avait avant. Du coup, dans son cache, vu que le hash, vous pouvez le voir comme en fait la clé de cache qui va servir à Docker à réutiliser des layers déjà buildés, il n'ira plus chercher ce layer-là qui existait avant, vu que le contenu de backend a modifié, et le hash va être modifié. Et donc du coup, le hash de ce fichier étant modifié, Docker va rebuilder, il ne va pas pouvoir utiliser son cache, et le hash du fichier en dessous, le hash de la ligne en dessous, du layer qui suit, va également être modifié puisqu'il va dépendre du hash du parent. Et comme le hash du parent a changé, le hash de l'enfant a changé, et du coup, Docker, pour les lignes qui suivent, va pas pouvoir utiliser son cache. Et c'est très dommage parce que le cache de Docker, c'est quand même quelque chose qui permet de... Enfin, si tout est caché, refaire 2 Docker builds à la suite, c'est vraiment très rapide. Hein. Je vais montrer dans le cas ici, mais si je fais... Si on utilise le cache, bon, il y a le contexte que je vous en parlerai tout à l'heure à la fin, mais ça prend un peu de temps. Mais après, on va voir que les étapes de build sont quasiment instantanées avec le cache. Alors que si on modifie un petit truc dans notre image, ça prend du temps. C'est un peu dommage. Pour vous donner, quand on build une image, on doit passer un argument qui est le contexte, donc qui en l'occurrence chez moi là est point. Et ce contexte est envoyé au Docker daemon pour builder l'image. Et par défaut, donc là, quand je passe point, en fait, je dis le contexte, c'est tout ce que j'ai dans mon répertoire. Donc j'ai tous les fichiers dedans. Donc là, il envoie tous les fichiers que j'ai dans mon petit projet test au démon Docker, et c'est pour ça que ça prend du temps. Dans la vraie vie, vous pouvez utiliser Docker ignore pour dire à Docker n'envoie pas tous ces fichiers-là au contexte. Ah, ben voilà, mon cache, il me reconstruit tout. Il a dû invalider, j'ai dû changer quelque chose. Je vous montre. Donc là, il n'y a pas de cache pour cette étape-là, par exemple. Parce que j'ai dû changer quelque chose. Mais en revanche, la première étape était instantanée puisqu'il m'a dit qu'il pouvait utiliser les caches. Donc voilà. Donc de l'importance de bien utiliser le cache Docker. Et donc du coup, concrètement, c'est quoi les conseils pour tirer profit du cache Docker? En fait, c'est assez intuitif. Si vous ne voulez pas rebuilder à chaque fois toutes vos étapes, il faut que les étapes qui changent souvent soient le plus bas possible dans votre Dockerfile et les étapes qui changent moins souvent soient le plus haut. C'est pour ça que dans un Dockerfile, classiquement, les packages apt ou apk, dans le cas où vous partez de Alpine, vont être installés en haut. Et le code source, ça va tout le temps, parce que le code source, c'est ce que vous allez modifier tout le temps. Vous faites une nouvelle feature, vous allez souvent le modifier, donc vous mettez à la fin. Alors que vous installez un nouveau package APK, une fois que votre projet tourne, c'est plus rare. Et il y a un autre... Donc ça, c'est assez classique dans les Dockerfiles et c'est rarement un vrai problème, même si on ne sait jamais. Hein, s'il y a un dev qui ne connaît pas bien, qui a compris comment fonctionnait le run et qui se dit « Ah tiens, j'ai besoin d'un nouveau package » et qui rajoute la ligne à la fin parce qu'il se dit j'arrive, je le mets à la fin », faut savoir que en fait, la ligne, il faut aller la déplacer au-dessus. Il y a un cas un peu particulier, c'est les dépendances de votre projet. Donc dans le cas, là je parle de Node, mais ça pourrait être autre chose, que ce soit du PHP avec Composer ou du Python avec pip. Vos dépendances, un truc assez naturel en fait quand on construit pour la première fois une image Docker, c'est de copier tout son répertoire de code source, donc qui contient ce fichier package.json et bon là il manque le package lock, mais qui contient aussi votre fichier de lock, de copier copier juste le fichier toutes vos codes sources et ensuite de dire bon une fois que j'ai copié mon code source, je fais yarn install pour avoir mes dépendances et voilà, et je suis prêt, mon projet il peut tourner. Le problème de ça, donc c'est dans le cas où en fait, au lieu de faire ça, vous copiez. Voilà, si dist contient votre package.json et votre package ou votre yarn.lock, si vous faites ça, ça va très bien marcher. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez modifier votre source code, vu que cette ligne-là va changer, puisque dist c'est votre source code, la ligne d'en dessous, yarn install, ne va pas pouvoir utiliser le cache Docker. Parce qu'on l'a dit, le parent a changé, donc le cache va être invalidé et vous allez devoir rebuilder tout. Et c'est très dommage parce qu'en fait, cette étape est assez longue parce que c'est l'installation des dépendances, ça prend du temps.
vous n'avez pas envie de réinstaller vos dépendances de toute votre image si elles n'ont pas changé. Et en fait, l'astuce qui est très simple pour ça, c'est tout simplement de faire ce qui a été fait ici. D'abord, copier les fichiers qui permettent simplement d'installer les dépendances, installer les dépendances, et seulement ensuite, copier le reste du code source. Ce qui fait que là, si vous ne modifiez pas vos dépendances, vous allez pouvoir utiliser le cache pour toutes ces étapes-là. Il n'y a que cette petite étape qui, en plus, n'est pas très coûteuse, que vous aurez à faire. Et donc, du coup, avec cette simple gestion du cache Docker, vous gagnez quand même pas mal de choses. Pas mal de temps sur votre CI, sur votre déploiement, et même en local, si vous, de temps en temps, vous rebuildez votre Docker, c'est quand même cool. Voilà. Alors, pour finir, enfin, pas vraiment la fin, mais pour conclure, voilà, donc aujourd'hui, j'ai parlé des layers, de builder une image, de run une image, on a parlé de conteneurs. Il y a plein d'autres choses dont on n'a pas parlé, qui sont donc qu'est-ce qu'un volume Docker et comment utiliser les volumes, c'est vraiment hyper large. Docker Compose, comment l'utiliser. On va parler des solutions qui existent aujourd'hui pour déployer Docker en production, soit Kubernetes ou AWS ECS aujourd'hui, qui sont assez classiques. Et du coup, c'est un écosystème qui est assez large. Il y a beaucoup de choses à creuser sur lesquelles je pense que, en tant que développeur, je ne parle pas forcément en tant que DevOps, en tant que développeur, on est confronté tous les jours, mais qu'on ne maîtrise pas forcément, et qui sont très intéressantes à creuser. Je vous mets le lien de ce petit cartoon de Julia Evans, qui est une personne sur Twitter qui fait souvent des cartoons comme ça, qui expliquent extrêmement bien des sujets tech. Donc, elle a fait notamment une série sur les conteneurs qui m'ont beaucoup inspiré pour la présentation. Donc, je vous recommande d'aller, pour ceux qui sont sur Twitter, d'aller suivre Julia Evans. Il y a plein de sujets sur l'info. C'est vraiment top. Et ensuite, mon dernier point, tout à l'heure, je vous parlais de dive, de supprimer un peu des fichiers pour voir si vous en avez vraiment besoin dans votre image finale. Il y a un outil qui s'appelle Docker Slim qui fait un peu ça pour vous, que j'ai pu tester et qui est pas. Enfin, c'est un peu une ouverture s'il y en a qui ont vraiment des problèmes de taille d'image et qui veulent réduire drastiquement vos tailles d'image. Ce que Docker Slim il fait, c'est qu'il teste sur votre image finale les fichiers qui sont utilisés quand vous faites tourner vos commandes. Et en fait, il vous dit bah, tiens, quand tu as navigué sur son application, pendant que je l'analysais, tel fichier, ils n'ont pas été utilisés, du coup, tu peux les supprimer. Et lui, il vous ressort une autre image réduite avec tous les fichiers que vous n'utilisez pas en moins. Sur leur documentation, ils promettent plein de choses. Ils arrivent à faire passer des images de 100 mégas à 10 mégas très facilement. Bon, moi, je l'ai testé dans la vraie vie. Le risque, c'est qu'en fait, si vous ne faites pas toutes les requêtes HTTP possibles et imaginables dans votre application web, Docker Slim, il va supprimer par exemple les templates qui ne sont pas utilisés, alors qu'en fait, c'est juste que vous n'avez pas fait la bonne requête. Ça ne marche pas tout le temps, mais c'est intéressant de savoir que ça existe et que ça, je pense que ça peut être utile sur peut-être des problèmes plus simples pour vraiment réduire votre image au plus petit possible. Voilà, c'est tout pour la formation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais regarder dans le... Allô? Ouais. Ah, ok, mon micro marche. J'ai une question qui peut, enfin, comme je suis très nouveau sur Docker, qui peut sembler peut-être stupide, mais là, notamment, tu es sous Mac et tu utilises Alpine. Donc, en fait, ce que Docker va commencer à faire, c'est émuler l'OS Alpine pour installer les file systems dessus. Alors, il émule pas. Alors, déjà, Docker pour Mac, c'est un peu un cas particulier parce que en fait, tu as une VM Linux qui permet de faire tourner Docker. Mais dans le cas d'un Linux, il ne va pas émuler Alpine, il va récupérer les fichiers dont tu as besoin pour faire tourner Alpine. Mais c'est vraiment le kernel Linux de ton hôte qui va faire tourner les process que tu veux lancer dans le file system que tu auras téléchargé. Et, oui, il garde le kernel et il fait que les changements de la distribution derrière. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? Salut Louis. Sur Docker Image Prune, tu dis Ouais. qu'il enlève les images qui ne sont pas associées à des conteneurs. Et ça veut dire quoi exactement? Alors, je connais pas les. En fait, tu peux, si tu as un projet qui tourne en ce moment en local, je sais pas si tu as ton projet sur lequel tu es en ce moment qui tourne, tu as Ouais. sans doute lancé un Docker Compose Up. Donc là, tu as, je sais pas, tes 4 conteneurs, ton conteneur de base de données, ton conteneur PHP, ton conteneur Nginx qui tourne. Donc tu as ces 3 conteneurs là qui tournent et du coup qui utilisent donc, par exemple l'image Nginx, l'image PHP et l'image Postgre de base.
Et tu as plein d'autres images potentiellement sur ton Mac. Si tu fais docker system prune-a, il va supprimer toutes les images qui ne sont pas utilisées par tes 3 dockers qui sont en train de tourner actuellement. Mais pas le système, si tu fais Docker image prune. Ah, si tu fais docker image prune, justement, c'est moins. Là, alors, je sais plus quelle est la règle, mais il va pruner beaucoup moins de trucs. Il va juste. En fait, il te le dit d'ailleurs au début, il va virer les images qui sont associées à des conteneurs, à aucun conteneur, justement. Même des conteneurs qui sont même pas un conteneur qui est arrêté. Donc, il va supprimer beaucoup moins de choses. Parce que tu peux avoir des conteneurs qui sont juste stop et que tu n'as pas remove et du coup, il va pas supprimer les images associées à ceux-là. Alors que potentiellement, tu les utilises pas depuis longtemps. Donc, si tu veux Ok, vraiment très bien. nettoyer, je pense qu'un bon Docker system, en vrai, ça coûte pas grand-chose. Et au pire, tu auras téléchargé une image ou deux. Ouais, mais tu peux perdre tes données, non? Ouais, parce il va virer aussi les volumes associés à tes conteneurs qui sont pas démarrés. Mais si tu as tes conteneurs qui sont démarrés, dont tu as besoin en ce moment, donc si tu as fait ton Docker Compose Up sur tes 3 projets où tu as besoin de garder tes trucs et que tu prunes, tu es tranquille. De toute façon, un Docker, c'est jetable. Hein. Tu n'es pas censé avoir des données que tu veux garder dedans, quoi. Exactement. C'est un bon point aussi. Hmm. Bah, même si tu as envie de garder tes bases de test en local ou des trucs comme ça. Bah, tu Bah, au les pire, mets tu le sur un donnes. volume sur ton file system en local pour que ce soit pérenne. Ouais, tu peux faire ça. Ok. Soit au lieu les volumes Docker, tu fais un mount avec ton file system à toi, soit bah, si tu veux vraiment garder ta base de test, tu lances ton Docker de base de données parce que tu ne veux pas supprimer les volumes associés et ensuite tu lances ton prune pour qu'il vire tout. Ok, merci. Et j'avais une autre petite question sur Dive. Sur la droite, on voyait qu'il y avait une image qui faisait. Enfin, dans User, tu avais 1,4 giga. Ouais. Alors que. Enfin, c'est quoi? C'est un bug de Dive ou. Bah, mon image finale faisait 1,4 giga, donc peut-être que 1,5 giga, donc peut-être que quasiment. Alors là, si je relance, ça va prendre des plombes. C'était potentiellement que là-dedans, il y avait Ok. tout le truc, hein. L'image finale faisait 1,4 giga, 1,5 giga, donc c'était 1,4 giga dans user, ça laisse 100 mégas pour le reste, sachant que le reste, c'est pas énorme, hein, l'OS, donc c'était peut-être juste. Ok, mais je crois que c'était dans un layer un peu à la fin de ton Dockerfile et j'avais Ah ouais, c'est peut-être l'impression qu'il que fait mal là. c'était. Ah oui, bah, si tu veux, je relance, je te dirai après, on pourra regarder. Si tu veux. Ouais, tu me diras. Ouais, j'ai une petite remarque aussi, Loulou, tu nous expliquais beaucoup de trucs pour affiner notre image Docker, surtout pour les opérations nécessaires pour avoir, par exemple, l'apt get update et install pour avoir l'environnement qu'il te faut pour faire tourner une application web. En fait, il y a déjà pas mal d'images Docker sur des registries publiques sur le net qui contiennent des images pré-buildées et optimisées pour avoir, par exemple, un Docker PHP FPM avec déjà les extensions PSL qui vont bien pour faire tourner ton projet web. Donc, c'est peut-être une bonne solution plutôt que de partir d'une image native PHP FPM que d'utiliser un truc de la communauté Docker fait Euh, pour runner une API web. Ouais, mais par exemple, enfin, il y a un truc que j'ai pas montré, mais dont on peut parler rapidement. Mais par exemple, dans l'image que j'utilise pour Node, alors c'est pas celle-là, mais même si je prends l'image la plus optime, donc même si je prenais ici une Alpine, euh, tu vois, en fait, j'ai des dépendances, genre qu'on voit pas là, mais notamment pour acheter les mots de passe. Il y a Bcrypt qui a besoin de Python 3. Et tu vois, ça, ce truc-là, je pense pas qu'il y ait une image built-in qui soit Node plus Python. Et tu es obligé au final de temps en temps de rajouter ton petit. Bah là, dans le cas de là, vu que tu as Bcrypt, tu as besoin de Python pour compiler ton package Node. Et du coup, tu te retrouves à le faire à la main parce que je pense pas qu'il y ait d'image built-in qui vient spécifiquement pour ce use case-là. Enfin, tu as toujours un moment où tu finis par ajouter une dépendance un peu précise ou un truc genre là. Et où du coup, bah, je pense que c'est quand même intéressant de savoir optimiser ton truc, quoi. Puis même, enfin, je pense pas que les images, même les images PHP STM de base, ça va marcher à ton début de projet. Puis un jour, tu te diras, bah voilà, j'ai besoin de tel package APT pour faire tel truc un peu chelou sur mon appli. Et tu te retrouves à le faire à la main, quoi. En un moment, je pense que ça arrive. Enfin, je veux bien voir tes Dockerfiles, hein, Fred. Je sais pas est-ce que c'est vraiment 3 lignes avec juste from ton image de base, copie mon source code et c'est parti? Pas à ce point-là, non, c'est vrai. Voilà, merci.
Et oui, il y a des Et- images plus complètes que. Enfin, il y en a plein sur Docker Hub qui sont peut-être qui sont plus complètes que juste l'Alpine de base avec PHP et FPM. Tu peux utiliser. Même si tu dois rajouter une extension un peu chelou, ça coûte rien de repartir d'une image dans laquelle tu as déjà une dizaine d'extensions qui sont classiquement utilisées sur le web et juste de rajouter ta commande run Oui, sur bien sûr. ton Non, mais ça, package oui. chelou. Oui. Ça optimise ton temps de Après, la build, question, c'est ton aussi image. est-ce que tu as besoin des 10 extensions qui sont dans l'image qui est sur Ouais, Docker? est-ce que ça correspond exactement à ton besoin, quoi. Ouais, ça marche. Sur des Et trucs, enfin, si tu as 3 extensions à installer, moi je pense que ça vaut le coup de les. Enfin, je dis pas qu'il faut partir de. Tu n'es pas obligé de non plus partir de from Alpine à chaque fois, voire même from scratch pour avoir l'image la plus petite possible. Hein, mais c'est un trade-off quoi. Entre... est-ce que tu as un impact sur la perf de l'exécution de ton container en fonction de son image? Moi, j'ai jamais constaté ça. Après, je suis sur Mac, donc de base, c'est pas performant. Euh, donc, du coup, je pense que s'il y en avait un, je le verrais pas, tellement je suis noyé par ça. Mais enfin, j'en ai jamais vu, je sais pas si j'ai pas. Après, enfin, après des impactors, tu peux en avoir avec le. Genre sur Mac notamment, si tu as beaucoup de fichiers bindés avec des volumes, tu as des impacts tu peux avoir des impacts de perf à ce niveau-là, mais c'est plus on a, plus ça peut être galère. Mais, euh, mais c'est tout. Si t'as pas de volume, je pense pas. J'avais une question, hein. Ouais. Ouais. J'ai vu que dans ton Dockerfile, dans les Dockerfiles que tu as présentés, souvent tu copies le code source et tu installes les dépendances Yarn directement sur le conteneur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas et qui les installent directement soit par des commandes make ou soit soit dans la CI. C'est quoi ta reco là-dessus? Bah, ça, on a eu le question. Parfois, ça peut être plus. Ça dépend si tu as. Déjà, parfois dans ta CI, exemple très bête, mais parfois dans ta CI, tu n'as pas le cache Docker. Par exemple, dans Circle, dans Ancien Plan, c'était un truc que tu n'avais pas par défaut. Auquel cas, ça ne te sert à rien de le faire dans le Docker parce que de toute façon, tu ne vas pas profiter du cache Docker. Et du coup, ça peut être plus rapide de le faire, de pas le faire dans le Docker et de le faire en CI. Moi, j'ai quand même souvent. Enfin, l'avantage de le faire dans ton Docker, c'est que tu es sûr d'avoir ton bon environnement. Si tu as envie d'être sûr que tes dépendances elles sont installées dans la bonne version et tout, tu sais que tu es dans ton Docker qui est en Node 12, je sais pas quoi, et que du coup, quand tu fais ton yarn, tu n'as pas de mauvaise surprise. Versus avoir à maintenir deux versions de Node dans deux environnements différents pour être sûr que tes dépendances sont de la bonne version. Ok. Donc moi, je pense que si tu n'as pas de gros problèmes de perf ou de je sais pas quoi, le mieux, c'est quand même de le faire dans ton Docker. Ok. Ouais, mais là, c'est parce que c'est un Dockerfile de production que tu nous montrais avec le code Ouais, de ta c'est en dist. fait, c'est dans le cadre de la prod, ouais. Parce Attends, et qu'en même dev, au final, t'as pas besoin d'aller monter ton dist, tu montes un volume oui, en dev, tu vas tu monter fais ton avec. volume. Voilà. Mais tu peux, enfin, vaut mieux quand même lancer ta commande yarn en. Ah, tiens, il y a Léo d'ailleurs qui dit que les dépendances Node dépendent de ta version de ta distribution Linux. Et donc, du coup, dans ce cas-là, tu as plutôt envie de le faire dans ton Docker. Et je pense que même en local, tu as envie de faire ton yarn install dans ton Docker. Hein, pour être sûr d'être. Ouais, tu le fais dans le Docker, mais je veux dire, est-ce que tu le fais dans le Dockerfile ou est-ce que tu le fais en post Ah, enfin, bah ça, c'est une question c'était plutôt ça la d'automatisation en question. fait aussi. Ouais. Est-ce que c'est plus simple pour toi? Moi, c'est Docker. Effectivement, là, l'exemple que je montrais, c'était pas mal des images destinées à être en prod. Ouais, ok. Local, t'as pas en local, j'ai vu les deux. T'as pas forcément envie d'avoir à chaque fois que tu fais ton build Yarn qui se lance parce que de toute façon, tu as des dépendances qui sont déjà installées la dernière fois. Ouais, ok. Là, oui. Là, je pense que t'as pas forcément envie de l'avoir en local. Merci. Pas d'autres questions. Merci à tous d'être venus. C'était cool. Et C'est j'espère top ta que formation. Merci Louis. vous allez optimiser la taille de vos images Ok, et le temps de build. trop cool. Merci Louis. Ciao, salut. Ciao, Louis. Merci, Louis.